Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran, et vous venez pour votre nouveau livre Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Mais vous le savez, ce matin, un militaire français est mort lors d'une attaque dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien. Il s'agit du premier mort recensé au sein de l'armée française dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient, ce qui montre d'ailleurs que nous sommes en guerre, bien évidemment. Marine Sabourin va pouvoir nous rapporter les dernières informations et penser ce matin pour Arnaud Frion, pour sa famille et pour l'engagement des militaires, bien évidemment. Le soldat français a été tué dans une attaque de drone dans la région d'Erbil, en Irak. La frappe, qui impliquait 2 drones au moins, a visé la base militaire française située à Malakara. Arnaud Frion était adjudant-chef du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars. Il était engagé dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès des partenaires irakiens. Emmanuel Macron apporte son soutien à ses proches. À sa famille, à ses frères d'armes, je veux dire toute l'affection et la solidarité de la nation. Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daesh depuis 2015 est inacceptable. Leur présence en Irak s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques. Plus tôt dans la journée, l'état-major français des armées avait annoncé que 6 militaires soldats avaient été blessés. Arnaud Frion est le premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Évidemment, c'est un drame pour sa famille, et ça nous interroge sur le décryptage diplomatique, Thomas Bonnet. Est-ce que ce mort change quelque chose? C'est-à-dire que nous avons une position, nous sommes équidistants aujourd'hui entre la situation du Moyen-Orient, avec les États-Unis, avec Téhéran, et nous refusons, nous n'entrons pas. Il y a une forme de neutralité. Nous disons que nous sommes dans une position défensive. Bon. Est-ce que ça change quelque chose? C'est toute la question. Ça va être au président de la République de trancher. Il a publié un message sur les réseaux sociaux cette nuit, le chef de l'État, et son message nous dit déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il dit la guerre en Iran, on voit la dernière phrase, la guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques. Ça veut dire qu'il ne fait pas un lien direct entre le régime de Téhéran et cette attaque de cette milice dont on connaît pourtant les liens avec le régime iranien, qui est à l'origine de la mort de ce soldats français et de 5 autres qui ont été blessés. Toute la question, évidemment, va être de jauger notre implication, mais ça rejoint ce que disait Vincent Hervouet sur ce plateau cette semaine. Quand Emmanuel Macron est sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle et qu'il dit « nous allons monter une coalition pour débloquer le détroit d'Ormuz », il a beau dire que nous sommes en position défensive, à Téhéran, ils ne l'entendent pas comme ça. À Téhéran, ils disent « oui, la France est co-belligérante ». Et en plus, ça fait partie de la stratégie de Téhéran d'essayer d'impliquer le plus possible les chancelleries occidentales dans cette guerre. Emmanuel Razavi, qui était venu d'ailleurs sur notre plateau plusieurs fois, on pourra parler plus longuement de votre livre tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un changement selon vous? Est-ce qu'il peut y avoir un changement de position française après, hélas, la mort de M. Frion? Une chose est certaine, je vais vous ramener à l'histoire. La République islamique d'Iran, elle a été proclamée en 1979 par l'ayatollah Khomeini. L'ayatollah Khomeini, dans ses textes, les textes fondateurs de la République islamique d'Iran, il parle bien du fait d'éradiquer, de détruire Israël et de s'en prendre ensuite aux démocraties. La France est une démocratie. La France est une cible des gardiens de la révolution iranienne. Et on a beau vouloir ou ne pas vouloir être dans la guerre, pour les Iraniens, nous sommes des Occidentaux, nous incarnons la démocratie, nous sommes des alliés des Américains, donc nous sommes des ennemis. Et je vous le dis, je suis d'origine iranienne, donc je parle bien du régime iranien, pas de la population iranienne. Pierre Lelouch. Parfaitement juste. Tout ce qui vient d'être dit est parfaitement juste. Nous sommes à un tournant de cette guerre. Les Iraniens, après avoir absorbé des frappes très très fortes, montrent leur résilience et surtout sont en train de dicter la contre-offensive, qui est une escalade horizontale où ils mettent le feu au Proche-Orient et ils attaquent tout le monde, et surtout les Occidentaux. Donc ils ont attaqué les bases américaines, les bases françaises à Abu Dhabi, les bases françaises en Irak. Les Italiens, eux, ont compris, ils ont déjà dégagé leurs forces, mais bien entendu, la notion de puissance d'équilibre sur laquelle insiste M. Macron va être un peu courte pour expliquer ce qui se passe. Rachel Kahn. Surtout que là, on est dans un moment où on continue, on poursuit ce qui s'est passé après le 7 octobre. Et j'aimerais vous rappeler, parce qu'on parle souvent du Drakkar, on parle souvent des attentats ici, j'aimerais juste rappeler qu'on a eu 51 Français qui sont morts le 7 octobre et 9 otages français. Non, mais quand on réfléchit, quelle doit être la position de la France, si j'ose dire? Et là, je vous pose la question aux uns aux autres. Est-ce qu'elle doit être, au fond, la position de Donald Trump? C'est-à-dire qu'il faut dénucléariser l'Iran, il faut empêcher qu'elle soit
pour nous un danger ou une menace, mais en revanche, c'est au peuple iranien de décider s'il veut faire la révolution, s'il veut faire tomber le régime ou non. C'est pas à nous, Français, ni aux États-Unis sans doute, d'aller jusqu'à vouloir abattre ce régime, parce qu'on n'y arrivera sans doute pas. Est-ce que la position française, ça doit être celle-là ou pas? Ce sont deux questions différentes, mais la position française... Comment ça, c'est deux questions différentes? La fait de la dénucléarisation, on est tous pour la dénucléarisation. Non, ma question, c'est la position française. Est-ce que ça doit être que ça? La position française, elle est comme les États-Unis pour la dénucléarisation et comme Israël, puis c'est une question existentielle. La vraie question, c'est par quels moyens? Les États-Unis ont décidé d'attaquer, c'était imminent. Dans 8 jours, dans 1 mois, ils auraient eu la bombe. Nous, on a une position attentiste. On observe, on parle de stratégie défensive. On vient d'avoir un soldat tué, nos bases frappées, on envoie sur site, sur zone, le porte-avions Charles de Gaulle. Donc, qu'on le veuille ou non, on est entraîné dans ce conflit. Et donc, je pense que la position française devra évoluer très, très vite. On ne peut pas rester comme ça sur le bord du pont, sur le pont, en regardant ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que Israël, c'est existentiel pour Israël de éradiquer le Hezbollah. J'observe d'ailleurs qu'on n'entend plus parler du Hamas. Il a été très, très affaibli. Hein. Donc ça veut dire qu'Israël a réussi à affaiblir le Hamas. Oui, mais attention. Le Hamas, je ne sais pas où aujourd'hui. Hezbollah en même temps. Exactement. Donc il y a une efficacité sur le Hamas, manifestement, qui a été produite. Bon. Donc la position d'Israël, on la comprend. La position de Trump, on la comprend. Mais la question que je vous posais, qui est morale aussi, c'est-à-dire que ce régime qui est abominable, ce régime qui torture, ce régime qui... Bon, est-ce que c'est à la France de vouloir que ce régime tombe? C'est ça que je vous pose aussi comme question, parce que c'est une question de morale politique. C'est un djihad mondial. Ou est-ce que c'est au peuple à décider de même de leur avenir? C'est un djihad mondial qui est dans les chartes du régime iranien, dans la charte du Hamas, dans la charte du Hezbollah. Ils veulent le djihad mondial. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire à la fois Israël, mais aussi l'ensemble de l'Occident, des démocraties. Ce que dit Rachel est extrêmement important. Dans la constitution de la République islamique d'Iran de 1979, Emmanuel Razavi, il est inscrit que les gardiens de la révolution islamique, c'est le bras armé en même temps qu'idéologique du régime islamique. Il est inscrit que les gardiens de la révolution sont les garants du djihad à travers le monde. Et je vous rappelle une chose, il n'y a pas qu'Israël qui est ciblé, je le disais il y a 2 minutes, l'ensemble des démocraties occidentales. C'est aujourd'hui l'affaire de l'ensemble des démocraties occidentales que de faire tomber le régime iranien, parce que le régime iranien finance aussi l'islamisme, évidemment chez nous. Le terrorisme, il s'en prend régulièrement aux puissances, en tout cas aux démocraties en fait européennes, y compris américaines. Donc aujourd'hui, on a en face de nous un ennemi qu'on peut tout à fait comparer au régime nazi à la fin des années 30. Il y a une vraie question existentielle pour Israël, évidemment, mais elle est existentielle aussi pour nous. Alors, si je faisais de la provocation, je dirais que pour les Français, l'important, c'est que ce régime n'ait pas la bombe atomique et qu'après, c'est l'affaire des Iraniens. Oui, c'est ça. Mais je ferai de la provocation parce que je ne prendrai pas en compte la souffrance des Iraniens et le régime dans lequel ils vivent. Mais ce qui est important, me semble-t-il, pour les Français, c'est que ce régime ne puisse pas avoir la bombe atomique, ne puisse pas attaquer, etc. Mais je comprends, je vous dis qu'il y a quelque chose qui peut choquer. Et ne puisse pas financer le terrorisme aussi islamiste. Et le narcotrafic. Et le narcotrafic. Pierre Lelouch. Le régime iranien essaye de faire la bombe atomique depuis son arrivée. Le programme nucléaire avait commencé sous le Shah, il a été repris et amplifié par les mollahs. Aujourd'hui, il existe dans l'arsenal, j'ai regardé en détail, l'arsenal de missiles iraniens est impressionnant. Vous avez 27 types différents de missiles courte et moyenne portée et de missiles de croisière. Aujourd'hui, ils ont un missile qui s'appelle le Khorramshahr, avec une tête manœuvrable, qui est affiché avec une portée de 2000 km pour faire plaisir aux Européens. En réalité, c'est un missile capable d'atteindre 4000 km, avec une ogive de 750 kg. Ils travaillent activement à la fabrication de cette ogive. Ça veut dire concrètement, que le veuille ou pas, les villes européennes sont très rapidement à portée de missiles nucléaires iraniens, avec les conséquences militaires et politiques que ça a. André Vanini, qui ne s'est pas exprimé encore sur les positions françaises et sur... D'abord sur le soldat français tué au nord de l'Irak. Moi, je suis allé à Erbil, comme toi d'ailleurs, je crois dire, sur cette base, soutenir, entre guillemets, au nom du gouvernement, les soldats français qui étaient en lutte contre Daesh avec l'appui des Kurdes, les Peshmerga, qu'on a trop souvent oubliés et même laissé tomber.
Donc, ça n'est pas du tout une affaire concernant le conflit actuel entre l'Israël et l'Iran. Ce sont des troupes qui sont là pour lutter contre Daesh, qui n'a pas totalement disparu. Et former l'armée irakienne. Et former l'armée irakienne. Sur la position française concernant l'Iran, elle est compliquée à tenir parce qu'on ne veut pas être co-belligérant, bien sûr. On souhaite la dénucléarisation de l'Iran, comme tout le monde. On souhaite aussi, en tout cas, moi je souhaite que le régime s'effondre, cette dictature théocratique. Mais je vous l'avais dit, Pascal, déjà la semaine dernière et celle d'avant, ça fait 15 jours que je me demande si on ne va pas assister, je crois qu'on assiste déjà, à une espèce de divergence entre Israël et les États-Unis. Israël, on sait ce qu'ils veulent, c'est clair. Ils veulent détruire, évidemment, le nucléaire iranien, mais faire tomber le régime. Avec Trump, ça change d'un jour à l'autre. Et je voyais l'autre jour un observateur américain qui disait que des parlementaires américains ont été reçus à la Maison-Blanche, des démocrates et républicains sont ressortis effarés devant le manque de perspectives claires. Il n'y a pas de but de guerre clairement affiché du côté américain, ça change tous les jours. On va écouter le nouveau dirigeant Mojtaba Khamenei, et quand je dis on va l'écouter, non en fait, on va écouter une interprète ou une dame qui dit ce qu'il aurait dit. On ne sait même pas s'il est vivant et peut-être s'il est blessé. Alors voyez le sujet de Chloé Tarka. Écoutez. Aucune vidéo, juste un message de propagande lu par une femme, envoyé à toutes les chaînes de télévision du monde. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, exprime ses volontés de vengeance. J'assure chacun que nous ne renoncerons pas à venger le sang de vos martyrs. La vengeance que nous avons en tête ne se limite pas aux martyrs du guide suprême de la Révolution. Chaque membre de la nation tombé en martyr aux mains de l'ennemi constitue un motif de représailles indépendant. Lors de cet écrit, il rappelle l'importance, selon lui, de la fermeture du détroit d'Ormuz, aujourd'hui lieu stratégique de la guerre au Moyen-Orient. Il est certain que le blocage du détroit d'Ormuz doit continuer. Une guerre loin d'être terminée, Mojtaba Khamenei ne cesse de menacer les pays alliés des États-Unis et d'Israël. Lors des récentes attaques, certaines bases militaires ont été utilisées. Et naturellement, comme nous l'avions prédit et sans commettre d'agression contre ces pays, nous n'avons ciblé que ces bases. À partir de maintenant, nous serons malheureusement contraints de poursuivre dans cette voie. Blessé au début de la guerre en Iran, le nouveau guide suprême n'est pas encore apparu officiellement. Emmanuel Razavi est avec nous et il publie à Paris-Téhéran le grand dévoilement aux éditions du Cerf, et vous écrivez: les mollahs dirigent le pays comme si le temps s'était arrêté en 1979. Mais l'Iran, lui, avance. La République islamique a 47 ans derrière elle. Sa population, elle, a un âge médian d'environ 32 ans. Et tout l'avenir devant elle. Cela signifie qu'une immense majorité des Iraniens n'a aucun souvenir, ni de la révolution, ni du Shah. Ils sont nés dans un système déjà verrouillé, pour lequel ils n'ont pas voté, dans lequel ils ont appris à vivre et à survivre. Et c'est intéressant au moment où il y a ce guide suprême qui change, dont on ne sait pas s'il est vivant, blessé, pas blessé. Les informations, en tout cas, qu'on a a priori pour le moment, qui viennent de sources assez proches du renseignement, américain, c'est qu'il est grièvement blessé, ce qui explique en réalité qu'on ne l'entende pas ou qu'on ne le voit pas s'exprimer directement. Après, vous savez, chez les chiites iraniens, il y a une forme de mystique qui consiste toujours à cacher. Vous savez, il y a la mystique en fait de l'imam caché. Évidemment, il joue aussi en fait là-dessus. L'Iran, la République islamique d'Iran aujourd'hui, et je vous remercie d'avoir lu ce passage d'ailleurs. L'Iran, ce qu'on explique avec Jean-Marie Montali, mon co-auteur, c'est que c'est un pays qui est affaibli, un régime qui est affaibli en fait de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que il y a en fait une fracture entre deux tendances majeures, l'une conservatrice, issue de la révolution de 1979. Ils sont très idéologisés, ils rêvent d'apocalypse, ils considèrent, d'ailleurs ils enseignent aux jeunes élèves officiers des gardiens de la révolution que l'heure de l'apocalypse est arrivée, que le moment de l'affrontement avec le mal est arrivé, que le mal sur terre est incarné par l'Amérique et Israël. C'est intéressant d'entendre ça. Et face à ces conservateurs, vous avez des modérés, dits modérés entre guillemets, qui sont plutôt en fait liés aux mafias, au milieu en fait d'affaires. Ils sont impliqués dans le trafic de drogue. Rachel parlait tout à l'heure en fait de narcotrafic, à raison.
La République islamique d'Iran, c'est un narco-État. Une partie de la drogue que distribue à travers le monde, en fait, les réseaux en fait, iraniens, arrivent à Toulouse, à Montpellier, à Paris, à Annecy, etc. Donc on est aussi en fait leur cible dans ce cadre-là. Et ils sont aussi affaiblis, en fait, les mollahs aujourd'hui, parce que la population, vous l'avez rappelé, la moyenne d'âge, c'est 32 ans en Iran. C'est un pays de 90 millions d'habitants, un peu plus de 90 millions d'habitants. La population jeune ne veut plus de ces mollahs. Il y a un chiffre qui est intéressant. Au mois de juillet dernier, et je vais très vite, au mois de juillet dernier, un institut qui s'appelle Gaman, qui analyse les tendances en Iran, notamment les tendances politiques, révélait que 81% des Iraniens ne veulent plus entendre parler de république, de notion même de république islamique. Ils supportent, c'est un régime frériste, c'est les frères musulmans, la branche chiite des frères musulmans qui a pris le pouvoir en Iran en 1979. Les Iraniens l'ont subi, le subissent encore. Je rappelle que ces gens, à ceux qui supportent d'ailleurs les frères musulmans en France, je rappelle qu'en Iran, ils commettent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Donc il faut se débarrasser en fait de ce régime puisqu'ils veulent exporter, comme le disait si bien Rachel, leur djihad. Mais pour faire le pont avec la conversation qu'on avait en début d'émission, vous pensez qu'il faudrait intervenir pour faire tomber ce régime parce que vous pensez au fond qu'il ne peut pas tomber de l'intérieur. C'est-à-dire que les 80% de personnes dont vous parlez, qui représentent la population, ces gens-là ne feront pas la révolution. Ils ne renverseront pas le régime selon vous. Je pense qu'il faut réunir... Vous avez raison de poser la question. Très clairement, il faut... Parce que c'est une question fondamentale. Oui, oui, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'on peut aller là, mais on peut aller dans le monde entier. On peut aller dans le monde entier, là où les régimes sont autoritaires. Vous avez raison. Tout ce qui se passe en Iran... Sauf que celui-ci nous menace exactement. C'est pour ça que je vous ai dit... Attendez, dans ce que je vous ai dit au départ, une fois qu'on a écarté la menace balistique et nucléaire, est-ce qu'on doit continuer? Mais Pascal, on ne l'a pas écarté. Ça fait 40 ans qu'on l'aura écarté, si vous voulez. En fait, c'est ça que je pose comme question depuis le départ. Non, mais alors moi je peux vous répondre très clairement. Aujourd'hui, vous focalisez, et je le comprends tout à fait, sur la menace nucléaire, militaire iranienne, sur le balistique. Ce sont évidemment des choses très importantes, mais vous avez aussi le problème des proxys, vous avez le problème en fait des organisations terroristes financées par l'Iran, et vous avez par la République islamique d'Iran, et vous avez aussi le terrorisme, l'islamisme qui nous touche jusque dans nos Alors rues. qu'est-ce qu'on fait? Ah mais il faut faire tomber. Moi je vous dis, non, mais... Parce que hier soir, il y avait une émission formidable que vous avez peut-être vue sur le service public. Vous aviez que des gens qui condamnaient l'intervention de Trump et qui expliquaient que ce qui allait se passer serait pire après l'intervention de Trump bon. C'était un plateau... bon. Alors, la question, il n'empêche qu'on peut la poser, forcément, cette question. Et nous, on ne va pas faire le contraire, bien sûr. La parole, elle doit être contradictoire. Mais est-ce qu'on doit aller jusqu'à renverser ce régime? Les démocraties aujourd'hui doivent faire une chose, c'est soutenir. L'Iran a une particularité, ce sont ces mouvements d'opposition qui sont pour la plupart démocratiques, laïques, qui sont pour la protection des minorités ethniques. Vous savez que l'Iran c'est un pays de tribus, d'ethnies, etc. Et pour la protection des minorités de genre, ce qui est très rare au Moyen-Orient, suffisamment rare pour qu'on le souligne. Les Iraniens qui sont descendus dans la rue, parce que vous posez la question de savoir s'ils vont descendre, ils sont descendus dans la rue. Oui, mais ils sont tués. Non mais si demain les Américains, les Israéliens, les Européens soutenaient en fait ces oppositions démocratiques iraniennes. Les gens redescendraient dans la rue assurément. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas quel est le plan B des Occidentaux, quel est le plan B notamment en fait de Donald Trump, ce qui peut expliquer qu'ils ils comprennent assez bien que Trump veut dénucléariser et puis partir après. Voilà. Non, c'est pas aussi simple que ça, je vous assure. Je discute avec les chefs des mouvements de résistance iraniens. Non, ils s'interrogent beaucoup, sincèrement. Pierre Lelouch. On a un vaste problème. Oui. On ne peut pas. On doit. Non, on a un vaste. Merci de cette qualité d'analyse. Ah oui. On a un vaste problème. Oui, mais on a un vaste problème. Ça fait 47 ans qu'on le regarde et qu'on le règle pas. Oui, donc on a un vaste problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas léger ce que je dis. C'est un problème sur lequel tous les gouvernements ont reculé. Depuis. Il a fallu pas notre. Pardonnez-moi de le dire comme ça. On peut considérer que c'est pas notre problème. Alors c'est horrible de dire cela. Non mais attendez. C'est notre problème, mais... Le régime, je parle pas du danger. Pascal Praud, on sait que c'est notre problème. On sait que c'est un problème. Au Quai d'Orsay, à l'Élysée, on le sait depuis des décennies. Pareil aux États-Unis. Côté américain, ils ont reculé avant. Ils se sont posé la question d'intervention sous tous les présidents. Ils ont reculé jusqu'à Trump. Bon, côté européen, on a négocié. Nous, on a négocié pour essayer de bloquer ce programme. Qu'est-ce qu'il faut faire idéalement? Alors, on ne peut pas renverser un régime uniquement par un bombardement. On peut essayer de casser le cadenas sur la porte et espérer
que le peuple iranien va pousser la porte. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a des unités d'élite qui vont y aller. Les unités d'élite, on le sait, qui vont armer les Iraniens. La question, c'est quelle plus-value militaire nous on peut apporter, alors que les Israéliens et les Américains mènent déjà le combat. En revanche, nous, là où on a une responsabilité, c'est au Liban. On peut par exemple participer à désarmer le Hezbollah. En revanche, concernant les raisons dont vous parlez pour le fait qu'on n'intervienne pas, je crois qu'il ne faut pas écarter totalement l'idée qu'en France, vous avez une partie, vous parliez de l'espace médiatique de cette émission hier, au Quai d'Orsay, vous avez un certain nombre de diplomates qui sont anti-impérialistes, anti-Israël, et qui ne voudront pas s'associer de près ou de loin à cette opération militaire. Sauf que la République islamiste est impérialiste de fait. Oui, mais je parle de leur positionnement à eux, bien sûr. En fait, et par rapport à Trump, parce qu'en fait, ça va, le Trump bashing. On va écouter dans une seconde. Rachel Kahn. C'est quand même Trump aussi qui a fait en sorte que les otages dans les tunnels, morts ou vivants, soient sortis. Et c'est quand même Trump aujourd'hui qui permet ces frappes du régime. En fait, il y a une espèce de propagande dans le monde médiatique qui voudrait absolument créer une divergence entre les positions. La seule chose qu'on peut pas être, c'est neutre. Ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité. L'ensemble de la communauté internationale devrait être engagée. Paris-Téhéran, le grand dévoilement, et Emmanuel Razavi est avec nous. Votre livre est vraiment très intéressant, même si vous rappelez des choses dont on a beaucoup dit ici, à la fin des années 70. Les intellectuels soutenaient l'ayatollah Khomeini, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Serge July, et d'autres voyaient un grand homme, là où il n'y avait qu'un bourreau attendant son heure. À Neuf-le-Château, il a rongé son frein 117 jours qui ont précédé son retour triomphal à Téhéran. Ils n'ont vu en lui qu'une espèce de vieux sage qui par décret céleste devenait le nouveau champion des luttes populaires. Vous parlez également des promesses de Khomeini dans un entretien accordé à l'AFP le 25 octobre 1978. Il n'y aura pas d'oppression sous le régime islamique. 3 jours plus tard, à l'agence Reuters, la République islamique sera fondée sur la liberté d'expression et luttera contre toute forme de censure. Voilà ce que disait Khomeini. Et puis alors, vous dites quelque chose qui m'a étonné. Nous savons par des sources proches de services de renseignement européens et américains que des dignitaires du régime et des célébrités qui lui sont proches, avocats, médecins, artistes, essayent, mi-janvier, d'obtenir des visas de longue durée pour la France. Oui. J'ai lu ça nulle part. Et pourquoi la France? Mais pourquoi la France? Alors il n'y a pas que la France, la France et l'Allemagne, mais particulièrement la France, parce qu'une partie en fait des dignitaires du régime iranien ou des membres de leur famille ont acheté depuis plusieurs années en fait des biens en France, sur la Côte d'Azur, en région parisienne. Et on les prend pas ces biens. Alors. On les confisque pas. Le fait est que ces biens ont été achetés via, en fait, si vous voulez, des sociétés, des sociétés écrans, via des hommes de paille, et donc on est capable de les identifier quand même. Ah ben, je pense que nos services de contre-espionnage l'ont parfaitement identifié. Mais il faut confisquer tout ça. Bien sûr. Ah non, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Je suis bien d'accord avec vous. On a confisqué des biens russes parfois, donc il faut confisquer tout ça. Oui, mais vous prêchez. Mais quand vous appelez des dignitaires, c'est quoi les dignitaires? Non, mais vous avez des dignitaires, ce sont des gens en fait qui sont impliqués au plus haut niveau en fait de l'appareil d'État du régime iranien, tout simplement. Vous avez des gens qui appartiennent aussi à des familles des gardiens de la Révolution, des généraux en l'occurrence. Donc ils viendraient ici en exil définitif? Ben là, en l'occurrence, c'est tombé. Enfin, ils avaient ce projet-là, en tout cas pour cela, de pouvoir venir effectivement en Europe et notamment en France. Là, c'est tombé à l'eau puisque ça a été divulgué, et donc évidemment, l'État français a bloqué tout ça. À juste titre. Ben heureusement, oui, bien sûr. Alors, écoutons Donald Trump. La situation évolue vite, dit-il. C'était hier soir. Alors bon, Trump, il est dans une communication. On est les meilleurs, on écrase, on a gagné, etc. Mais bon, ça tarde un peu, sans doute, à ce que le régime s'effondre. La situation avec l'Iran évolue très rapidement. Ça se passe très bien. Notre armée est incomparable. Il n'y a jamais rien eu de tel. Personne n'a jamais rien vu de tel. Et nous faisons ce qu'il faut faire, ce qui aurait dû être fait pendant une période de 47 ans. Beaucoup d'autres auraient pu le faire. Ils ont choisi de ne pas le faire. L'Iran est vraiment une nation de terreur et de haine. Et il paye un prix élevé en ce moment. Bon, on voit bien, hein. Tous les jours, on répète un peu la même chose. La vraie question, vous l'avez posée tout à l'heure. Georges Fenech. Est-ce qu'on peut continuer à rester neutre dans cette histoire? Je vous pose la question. C'est la question que je me pose depuis un certain temps. On est attaqué. C'est ça. J'aurais tendance à dire non. Et alors si on n'est pas neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit rallier d'une manière ou d'une autre la volonté de mettre un terme, non seulement au nucléaire, etc., mais au régime. Et je pense que, quelque part, Donald Trump doit être sur cette ligne aussi. Il l'a dit à un certain moment, même si c'est un peu rétracté, mais moi, je ne pense pas qu'on puisse rester neutre, et on va le voir très rapidement. Là, on a notre premier mort, soldat. Quand je ne sais pas
quand va arriver précisément le porte-avions sur zone. Mais là, on risque effectivement... Il est sur zone. Je vois pas... Enfin, au détroit. Le détroit. Non, il reste en Méditerranée orientale. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il aille au détroit d'Ormuz. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait de l'affichage politique. Voilà. Il fait de l'affichage politique. Il est là pour aussi C'est dire pas la France qui va renverser le régime des mollahs. Enfin, faut être sérieux. Je veux dire, pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est pas la France qui va dire qu'elle a les moyens de renverser le régime des mollahs. En même temps, Pascal, j'entends bien, mais je le regrette. Faut pas être. Le Drakkar, c'était eux. Le terrorisme, c'était eux. Je regrette. J'entends bien, mais faut être sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? On peut te regretter, mais ça n'a pas de sens. La position d'Emmanuel Macron ne va pas déclarer la guerre à l'Iran. S'il y avait une coalition européenne, ça c'est autre chose. Avec les Israéliens, Emmanuel Macron ne va pas déclarer la guerre à l'Iran. Parce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire, vous le regrettez. Je regrette qu'il n'y ait pas une coalition européenne avec la France. Non, mais ce que vous venez de dire est important, parce que je pense qu'en revanche, l'Iran a déclaré la guerre à la France. C'est-à-dire que nous, on ne déclare pas la guerre à l'Iran, mais l'inverse est vrai. Et donc, il y a quand même un sujet. Et d'autre part, on est engagé à défendre nos alliés dans la région. Je signale qu'on a un accord avec les Émirats qui ont reçu quelque chose comme 1 millier de missiles. Oui. Donc on est obligé de descendre ces missiles. Oui. C'est ce que font nos Rafales là-bas d'ailleurs. Un mot sur Farah Pahlavi. Pour de très nombreux Iraniens, écrivez-vous, Farah Pahlavi a toujours été et reste la mère de la nation. Elle jouit encore aujourd'hui d'une image que même les mollahs ne sont jamais parvenus à écorner. C'est vrai. La réforme dont j'étais la plus fière, nous a-t-elle confié, c'était celle sur les droits et la condition des femmes. Les Iraniennes ont eu le droit de vote en 63. Je précise que le roi m'a toujours soutenu et aidé. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens, j'étais jeune, mais je me souviens que l'Iran était présenté à travers la SAVAK. C'est la seule chose qu'on retenait de l'Iran. C'est-à-dire que la communication officielle journalistique... Ouais. Ça, c'est Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Serge July. Globalement, je vous assure, il me semble que la chute du Shah a été plutôt bien... bien acceptée dans la bulle médiatique, je veux le dire comme ça. Bien sûr, c'est ce qu'on raconte dans le livre d'ailleurs, vous avez raison. Sentiment. Je ne dis pas autre chose, mais ça a été porté à l'époque. Je vais vous raconter une anecdote, si vous permettez, Pascal, en dit long. Dans les années 50, l'ayatollah Khomeini, je le redis pour vos téléspectateurs, donc c'est lui qui a renversé le Shah et qui a proclamé la République islamique d'Iran. Il a été soutenu par des intellectuels de la gauche radicale, à la fin des années 70, et des intellectuels de la gauche radicale française. Michel Foucault, philosophe, Jean-Paul Sartre, philosophe, des journalistes aussi. On fait allusion notamment en fait, à Éric Rouleau, qui a couvert en fait, la révolution iranienne aussi à l'époque. L'ayatollah Khomeini, alors qu'il séjournait en France, personne ne l'a interrogé sur ce qu'il avait écrit. Vous savez, il parlait de démocratie, il disait « je vais donner l'égalité hommes et femmes aux Iraniens », alors qu'elle existait, vous l'avez rappelé, depuis 1963. L'ayatollah Khomeini, il avait écrit plusieurs textes qui sont en fait les textes qui sont devenus un petit peu les fondements spirituels de la République islamique. Il expliquait dans un de ses ouvrages, publié en 1954, comment tuer les homosexuels en les jetant du toit d'un immeuble, les bras ligotés dans le dos, en les décapitant à coups de sabre, en les brûlant. Ça rappelle Daesh, bien avant l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens de gauche, ces philosophes de la gauche radicale, ces intellectuels qui ont porté la révolution, qui l'ont accompagné, soit n'avaient pas lu ces textes. Vous savez, c'est un peu comme Mein Kampf, qu'un certain nombre de gens ont ignoré. Soit ils le savaient parce que c'était quand même des universitaires, c'était des chercheurs, c'était des journalistes de renom. Mais vous ne parlez pas de nos politiques qui nous ont accordé le droit d'asile. Vous parlez des intellectuels, mais il y avait aussi des dirigeants politiques à l'époque. Il est 9h30. Et on lui a freiné un avion d'Air France pour aller prendre le pouvoir. Donc c'est bien beau dire les intellectuels, il y avait aussi les politiques. Non, bien sûr, mais tout ce sont les intellectuels qui ont façonné l'opinion public à l'époque et politique. Emmanuel Razavi est avec nous, il publie Paris, Téhéran, le grand dévoilement, édition du Cerf. Le livre est formidable parce qu'il est très pédagogique, il nous apprend plein de choses, il nous synthétise beaucoup de choses, et c'est les éditions du Cerf, et c'est toujours bien lorsque on s'adresse au plus grand nombre. C'est cette démarche-là que ceux qui nous écoutent comprennent tout ce que vous dites. Et ça, c'est pas un livre pour des initiés, c'est aussi, il y a cette volonté. Oui, c'est vraiment un livre grand public. Et ça, c'est vraiment important, et je pense que votre livre marchera de ce point de vue-là. Félicité, on est ensemble jusqu'à 10h. J'aime bien citer de temps en temps des petits tweets qui arrivent et qui donnent un peu de légèreté, pourquoi pas, à nos débats, et puis des gens qui disent des choses pas forcément aimables à mon endroit. Donc il y a quelqu'un qui dit le caméléon giscardo-macroniste, Pascal Praud, c'est moi. Donc je suis caméléon. Giscardo-macroniste coupe la parole en permanence aux intervenants sur l'antenne, notamment l'excellent Pierre Lelouch.
Ça doit être un complice à moi, ça. Ce type représente de plus en plus à son maître le Roquet de l'Élysée. Donc il y a quelqu'un qui pense que mon maître, c'est Emmanuel Macron. C'est intéressant parce que c'est des gens qui décodent bien ce qu'on dit chaque matin et qui sont à l'écoute vraiment de notre antenne. Mais je salue ce monsieur qui s'appelle PMY, qui nous écoute peut-être, et je le renvoie à l'Élysée où vraiment chacun sait que nous sommes adorés, bien évidemment, et écoutés avec bonheur. Bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être que vous êtes adoré. Non, je ne crois pas. Mais en revanche, c'est vrai que je coupe la parole et parce que je pense aux téléspectateurs et je me prie à chaque fois de pardonner les intervenants, bien sûr. Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Là, je ne vous coupe pas la parole parce que vous parliez des intellectuels. Et c'est vrai que c'est quand même sidérant. Sartre soutient avec autant de ferveur et d'aveuglement la révolution communiste qu'il avait soutenu autrefois le mouvement indépendantiste algérien, la révolution castriste à Cuba, les Khmers rouges au Cambodge. Sartre, ce géant de l'existentialisme, dont les mots pèsent comme des sentences, et surtout captivé par les discours de son ami Ali Shariati. C'est vrai que ça reste un mystère. Je ne peux pas vous dire autre chose que l'engagement de ces gens pour le pire. Pour le pire, et qui se sont toujours trompés. C'est l'anticapitalisme. Oui, c'est bien sûr, ça. Mais bien l'anticapitalisme. Bien sûr. Mais bien sûr, mais quand on cherche à psychologiser, à comprendre un être humain, qu'est-ce qui fait que dans leur cerveau, des gens qui étaient, paraît-il, gentils, Sartre, Sagan en parle merveilleusement. Il était aveugle, elle lui coupait sa viande, elle raconte l'homme qu'il était, qui était plutôt gentil, plutôt bien, mais qui ont écrit des horreurs. Et ça reste un mystère. C'est l'époque aussi, hein. C'est une époque, comment dire, où la révolution, je dirais, à la côte, quel que soit, je dirais, le type de révolution. En Iran, la révolution, on parle de révolution islamique, en réalité, elle a été portée en fait par l'extrême gauche et les islamistes. C'est le parti communiste, les islamo-marxistes et les islamistes qui se sont alliés pour renverser en fait le Shah. Et à l'époque, les intellectuels en fait de gauche dont vous parlez, dont nous parlons, ils sont aussi en fait favorables à une révolution. Ils sont orphelins, comment dire, de la guerre du Vietnam. Ils sont orphelins en fait de Che Guevara. Ils sont orphelins de mai 68. Et l'ayatollah Khomeini, il arrive avec une dialectique qui est parfaitement huilée. Hein, il cache bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il veut exécuter en fait les homosexuels, qu'il veut donner moins de droits aux femmes en fait qu'aux hommes. Il leur parle de révolution. Et la convergence entre cette extrême gauche en fait et ces islamistes, elle va se faire autour du mot révolution, avec une chose qui est intéressante que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Fenech, c'est l'anticapitalisme. En fait, ils appellent ça les islamistes iraniens et les communistes iraniens parlent d'anti-impérialisme, mais derrière l'anti-impérialisme, vous avez raison, c'est le capitalisme en fait. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon, Jean. Et c'est merci, c'est là où je voulais en venir, et c'est exactement ça. C'est la même lignée. Et c'est les pères. C'est la même sauce. C'est la même sauce. Ce qui est intéressant avec les Foucault et autres, c'est que c'est aussi eux qui sont les pères Rachel Kahn. du wokisme aux États-Unis, etc. Et donc c'est complètement antinomique par ailleurs avec ce que vous disiez sur les minorités de genre, etc. C'est-à-dire une lutte intersectionnelle. Rachel, mais voilà. C'est tellement antinomique que, comment dire, le philosophe Michel Foucault, je crois qu'il a défendu, Emmanuel Razavi, a raison d'ailleurs, comment dire, la cause homosexuelle, mais il s'est pas beaucoup soucié du fait qu'il soutenait quelqu'un qui avait pour projet de décapiter, de brûler les homosexuels. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Iran. Ils sont condamnés à mort, hein, les homosexuels, ils sont pendus. Hein. Mais l'anticapitalisme aujourd'hui, et on en parle tous les jours, et il y avait un papier hier dans le Figaro qui reprenait cela. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens intellectuels, tout le monde intellectuel, artistes, journalistes, professeurs d'université, etc., qui ne sont pas contents de la société d'aujourd'hui parce qu'ils ne gagnent pas un centime, disons-le, en tout cas ils ont ce sentiment, qu'ils gagnent très mal leur vie et qu'ils ont envie de renverser cette société pour créer une nouvelle nomenclature parce que ça crée frustration, rancœur, etc. Il y a très peu de diversité chez la France Insoumise. Il y a tout ce monde intellectuel qui vit très très mal financièrement, qui est déclassé par rapport à il y a 40 ou 50 ans et qui veut la révolution. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le grand chaos. Et le papier dans le Figaro hier, vous l'avez peut-être lu d'ailleurs, qui était extrêmement intéressant. Moi, je passe mon temps à le dire ici. Pourquoi ? Parce que je les vois, ces jeunes gens, parfois. Ces jeunes journalistes, ces jeunes professeurs, ces jeunes intellectuels, etc. Ils vivent très, très mal. C'est-à-dire qu'ils ont 30 ans, ils vivent en colocation, ils gagnent 1500, 2000 euros, 2500 euros par mois. C'est très dur. Ils ont fait bac plus 5, bac plus 6, etc. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent que ça change. Je peux d'ailleurs comprendre ça, puisque sur le marché, si j'ose dire, ils ne valent pas grand-chose dans le marché capitaliste. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des milliers ou des millions, hélas.
Alors qu'un professeur, dans les années 75, avait un autre statut. Et comme l'argent est au cœur de notre société aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai sans doute il y a 50 ou 60 ans, ils vivent mal. Et ils savent comment les autres vivent. Donc tout ça crée de la rancœur, de la frustration. Croyez-moi, c'est un... Pas que ça. Comment? Il n'y a pas que ça. Regardez les jeunes, c'est plus nuancé. Je dis, regardez les jeunes. À grands traits, vous avez raison. À grands traits, mais regardez les membres de la jeune garde à Lyon, ce qu'ils ont fait. Oui. On l'a vu un peu leur pédigré. C'est des gosses de bourgeois. Des fils de bourgeois. Oui. Donc, mais c'est des gosses de bourgeois déclassés. Hein. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient le rythme, le niveau de vie de leur père. Hein. Oui. Non, mais il y a une volonté de revanche sociale, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Oui. C'est une nouvelle nomenclature. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes bien silencieux, André Valigny, aujourd'hui. Non, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est gentil. Mais ce discours, vous le tenez régulièrement sur le fait que ces gens-là qui sont dans les meetings, parce qu'il y a deux choses de la France insoumise. Il y a ceux qui vont dans les meetings, dont vous parlez, et puis il y a tout le vote des banlieues. Ces gens-là ne vont pas dans les meetings, non. Très peu. Mais ils votent. Ils votent pour la France insoumise. Mais ceux qui sont dans les meetings, qu'on voit sur les images, c'est vrai, il y a longtemps que vous le dites, sont des gens dont les revenus et le statut social n'est pas en rapport avec les études qu'ils ont faites. C'est vrai. Mais il y a un point commun, c'est la frustration et la rancœur, et notamment la rancœur historique, le décolonialisme, le racialisme, etc. Et je pense que ça, c'est un point commun entre les deux. Cette revanche. Derrière l'anticapitalisme, c'est ça qui a en fait la convergence révolutionnaire. Elle s'est opérée sur, bien sûr, l'anticapitalisme, mais sur l'anticolonialisme. C'est très important en fait de l'entendre, et sur l'anti-sionisme. C'est ça qui a fait aussi, et le palestinisme à l'époque, y compris pendant la révolution en fait islamique iranienne. Il ne faut pas que les gens de la LFI oublient les leçons de l'histoire, parce qu'en Iran, les communistes, les marxistes ont soutenu les islamistes, mais quand les islamistes ont pris le pouvoir, ils ont massacré les membres. Alors quand je dis qu'ils les ont massacrés, c'est par milliers qu'ils les ont massacrés, par dizaines de milliers d'ailleurs, donc les communistes et les marxistes qui s'étaient alliés avec les moudjahidines du peuple. Notamment les moudjahidines du peuple qui étaient islamo-marxistes, effectivement, et qui, voilà. Un mot encore sur André Valigny, la discussion que vous aviez juste avant. Moi, je ne suis pas là pour défendre Foucault, que j'ai jamais vraiment tellement apprécié, ni même lu d'ailleurs. Toute cette gauche, cette extrême gauche intellectuelle, le Nouvel Observateur à l'époque. Comment ? Vous, c'est plus Jean-Pierre. Oui, moi, c'est plus Jean-Pierre Foucault, bien sûr. Mais vous savez, à l'époque, même le président Giscard d'Estaing, qui a affrété l'avion pour amener Khomeini à Téhéran, même le président Giscard d'Estaing était sensible au discours frelaté, fallacieux de l'ayatollah Khomeini. Tout le monde était comment dire, horrifié, entre guillemets, par ce qui se passait à cause de la Savak en Iran, et tout le monde se disait... Ça, c'est étonnant, effectivement. Oui. La position de Giscard, pas seulement à 50 ans de distance, est très étonnante. Alors, je vais vous révéler un secret, parce qu'on en parle aussi, en fait, dans le livre, et on l'a appris... Vous avez parlé tout à l'heure de l'impératrice Farah, qu'on a rencontrée, qu'on a interviewée, en fait, pour le livre, très longuement. Le Shah avait été prévenu par Giscard d'Estaing que Khomeini allait s'installer durablement en fait en France pour préparer en fait sa révolution. Valéry Giscard d'Estaing a proposé au Shah, à tout le moins, d'exiler Khomeini, de ne pas le garder. C'est le Shah en fait qui a refusé. Il ne voulait pas faire, comment dire, de Khomeini un martyr, et puis il était loin de toute façon, comment dire, de l'Iran. Vous avez parlé de la Savak, et vous avez raison. On en parle aussi. C'est une agence de renseignement, la Savak. Évidemment, tout le monde s'est concentré en fait sur cette Savak. Il y avait des prisonniers politiques en Iran parce que le communisme était interdit à l'époque. Les organisations communistes iraniennes n'avaient rien à voir avec le communisme français. Des organisations qui commettaient des attentats terroristes. Et évidemment, il y avait l'URSS frontalière. Mais revenons sur la position de Giscard, ça m'intéresse. Parce que paraît-il, moi j'ai entendu sur ce plateau, Jacques Chirac lui a dit surtout ne prends pas Khomeini. Et il n'avait pas terminé sa phrase, que si Jacques Chirac disait ça, évidemment, à Valéry Giscard d'Estaing, il l'a accueilli. Non, sans... Légende urbaine ou pas ? Non, écoutez, nous, d'après notre enquête, puis alors là, ça vient de source première, franchement, ça vient de l'entourage, en fait, du roi, du Shah d'Iran lui-même, de feu le Shah d'Iran lui-même, c'est qu'il lui a été proposé, en fait, de ne pas garder Khomeini, en fait, sur le territoire français, et c'est lui qui a considéré qu'il ne voulait pas, en fait, intervenir là-dedans. Il y a une chose qui est intéressante, parce qu'on fait passer le Shah, systématiquement, pour un bourreau. Mais Khomeini avait été condamné à mort par la justice iranienne en 1963. C'est le Shah qui l'a gracié et qui lui a permis de partir en exil. Vous parliez tout à l'heure en fait des moudjahidines du peuple. Le chef des moudjahidines du peuple avait été condamné dans les années 60 aussi à mort par la justice iranienne. C'est le Shah qui l'a gracié. C'est assez intéressant en fait. Il a gracié ceux qui l'ont renversé quelques années plus tard. C'est une erreur. J'ai un ami, Israël. Un mot, Pascal. J'ai un ami médecin qui nous regarde, qui a lu votre livre, qui l'a beaucoup apprécié. Merci. Il me donne 2 chiffres. Il me dit la Savak aurait éliminé 10 000 personnes.
en C'est tout, un- oui, oui. alors que les Mollahs, dès leur arrivée, auraient tué 150 000 personnes. Bon, on va parler d'Israël. Un dernier mot sur ce livre. Qu'est-ce qu'être iranien aujourd'hui, écrivez-vous? C'est peut-être d'abord une manière de vivre, de se déplacer dans l'existence avec quelque chose de retenu, de traverser la vie avec une fidélité têtue à la beauté en sachant qu'elle est précieuse. C'est peut-être une façon de servir le thé, une façon de raconter une histoire, de s'asseoir sur un divan et de parler politique. C'est parler de religion à voix basse, mais clamer un vers avec force, c'est croire que l'honneur compte encore, que l'hospitalité est sacrée, que la culture est vitale, et l'exil n'y change rien, car être iranien aujourd'hui, c'est peut-être croire que l'Iran n'est pas seulement une terre, mais une partie de soi, un morceau de son âme, finalement porter en soi son pays avec toute sa mémoire, toute sa grandeur et tous ses drames. C'est peut-être cela, être iranien. Et c'est assez émouvant, le livre, il est émouvant, il est très bien écrit et très agréable à lire, et vraiment, je pense que Merci beaucoup. vous pourrez, ce week-end, pourquoi pas... il y a les 200 ans d'Hachette. Alors, il n'est pas chez Hachette, ce bouquin. Vous pouvez aller au palais Brongniart. Oui. Où Repin était localisé. Exactement. Et non pas le palais Brongniart. Qui n'a rien à voir avec Denis Brogniart. Le palais Brongniart, où dans le temps, il y avait la Corbeille. Oui. Je prends. Deuxième. Ah oui, je prends. Eh oui, c'était formidable. Et vous pouvez aller, les 200 ans d'Hachette, on en parlera tout à l'heure, c'est une épopée absolument incroyable. Louis Hachette, petite librairie, 200 ans plus tard. Incroyable. C'est un géant mondial. Tout à l'heure avec Elliot Deval, à 11h30. Ah oui, vous êtes délocalisé? Je suis délocalisé, ça vous plaira? Mais nous, on n'est pas délocalisé entre 16 et 18 heures, curieusement. Ah, je ne sais pas. Ça. Non, on n'est pas. Je crois pas que nous sommes. En tout cas, on m'a rien dit. Négocier. Ça Nous, peut- on n'est pas délocalisé. On sera avec Dan Brown, on sera avec Eric Giacometti, on sera Ah, intéressant. il vous laissera parler, Elliot Deval. C'est ce que vous vouliez dire. Exactement. Lui, il ne coupe pas la parole. Exactement. C'est ça. Bon. Oui, oui, c'est Et vous vrai. faites toutes les émissions de la chaîne toute la journée. À toute la journée. Mais vous êtes avec nous cet après-midi aussi? Non. Ah non. Bon. Et la sieste, à ce temps. Oui. Ah mais vous êtes... Alors hier c'était la journée mondiale de la sieste. Et aujourd'hui c'est la journée mondiale du sommeil. Donc je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ça s'appelle la société en mouvement. Et exactement. C'est aussi Bon. vendredi 13. Comment? C'est aussi vendredi Ah oui, 13. c'est vendredi Ah oui. 13. En marche. C'est vendredi 13. Oui, Ouais. enfin, en marche. Pour les Vous êtes superstitieux? Non, je suis pas super. Je crois pas. Vous? Moi, j'aurais trop peur que ça me porte malheur. Oui, non, je crois pas. Mais vous savez, dans le monde du sport, Ah dans oui. lequel j'étais, Moi, je suis super. alors là, je peux vous dire que Ah oui. Porte-bonheur, le c'est une superstition, mais vous n'imaginez pas. Vous avez des entraîneurs qui ne voulaient plus voir certains journalistes parce qu'ils savaient que quand le journaliste était là, Oui. l'équipe perdait. Et au contraire, moi, j'ai eu des entraîneurs appeler des rédactions pour dire est-ce que vous pouvez nous demander de journalistes qui viennent parce que quand il est là, on Le gagne. porte-bonheur. Ah oui. Non, il y Vous a savez qu'il y a des pays qui virent les ambassadeurs parce qu'ils portent malheur. Ah oui. Ah oui, mais Ah oui, c'est- à Madagascar, on a eu un malheureux Eh oui. ambassadeur de France qui a été viré parce que le président Ouais. a dit celui-là il porte malheur, vous le reprenez. Ah, mais il y en a un qui et, porte. et on l'a fait, on l'a repris. C'est comme Clément Beaune. Hein. Clément Beaune, il porte malheur. Hein. Vous allez voir Bournazel, dès qu'il est quelque part, franchement, c'est le chat noir. Hein. Marrant. Ah non, mais il faut faire très attention, vous avez raison à ça. Ouais, Mais non, c'est il y a pas- des anecdotes. Vous savez, alors, à Nantes, par exemple, Jean Vincent avait mis... C'est qui Jean Vincent, c'était... Vous savez pas qui était Jean Vincent? C'était un entraîneur de Nantes et puis qui a été un grand joueur de football. Jean Vincent, il avait mis sur le stade Marcel Sopin une petite fiole sur un coin du terrain parce qu'un sorcier au Cameroun lui avait dit que, que ça permettait de ne pas perdre. Ah oui. Bon. Eh bien, figurez-vous que pendant 4 ans, ce qui est un truc incroyable, entre 1976 et 1980, je crois, 4 ans à domicile, au stade Marcel Jamais Sopin, perdu. Nantes n'a jamais perdu. Moi, je Il y avait suis jamais perdu. Moi, je suis très. Et un jour, Nantes a perdu. Contre Auxerre. Et la fiole n'était pas là. Contre Auxerre. Non, mais la fiole, elle avait été mise. Oui, mais Une fois pour toutes. Ah oui. Elle avait été mise une fois pour toutes. Bon. Et Auxerre vient à Nantes. Et Auxerre interrompt une série incroyable quand même de ne pas perdre à domicile pendant 4 ans. C'est quelque chose. Et Jean-Vincent se renseigne. Et dans la semaine, le jardinier avait précisément changé un bout de cette pelouse de ce côté-là. Mais le monde du foot est particulièrement Le superstitieux. sport en général. Le hein. sport. Oui. en général. Mais moi, Vous je avez suis été- très superstitieuse, très superstitieuse. C'est vrai, vous l'étiez? Ah, je le suis encore. Mais par exemple, Bah, par exemple, ça se traduit comment? Alors, les choses de grand-mère, évidemment que je passerai jamais sous une échelle. Lorsque je croise un chat noir, il faut que j'en croise un deuxième. Je suis très superstitieuse, oui. Ah, parce que quand on croise un chat noir, faut en croire. Ouais, un Ah bah alors deuxième, ça annule. faut dire à Deux M. chats noirs. Bournazel de voir un deuxième Clément Beaune. Parce que. Ouais. Ah bon? Oui.
Là, j'ai des petits gris-gris et tout. Non. Bah, bien J'ai sûr. pas compris cette histoire de Clément Beaune, mais vous m'expliquez. Mais non, mais Clément Beaune, il est dans la liste de Il est numéro 3 sur la liste. Il est numéro 3, et puis on le taquine un peu parce qu'il est au plan. C'est quelqu'un, il se présente aux élections et ça marche pas. Il est ministre, il est viré. Il est au plan, il sert à rien. Et maintenant, il est voilà. Mais non, mais c'est vrai. Il va être ravi de vous entendre. Mais non, j'ai rien contre lui. Non, Mais non, Qu'est-ce que ce serait il est au. J'ai rien contre lui. Il est au plan. Oui. C'est un truc. Qu'est-ce qu'il fait au plan? Ça, on se le demande. Voilà, rien. Bon, mais c'est pas grave. C'est nous qui payons. Je ferme la parenthèse. Et je parle d'Israël. Israël avec Netanyahou et Hezbollah sera vaincu, c'est ce que dit M. Netanyahou. Nous sommes en train d'écraser le régime terroriste en Iran. Nous frappons et écrasons son agent, le Hezbollah, au Liban, grâce à une combinaison sans précédent des forces israéliennes et américaines. Nous avons accompli des exploits considérables, des exploits qui modifient l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient et au-delà. Nous détruisons les infrastructures nucléaires, les missiles et les lanceurs, les quartiers généraux de répression, les centres de pouvoir du régime et bien d'autres cibles. Parallèlement, nous travaillons à la réalisation d'un autre objectif. Créer les conditions permettant au peuple iranien de faire tomber le régime tyrannique et brutal qui l'opprime depuis près de 50 ans. C'est ce que vous disiez, Georges, tout à l'heure. La position d'Israël, elle est claire. Elle est existentielle. C'est celle qu'il faut défendre. Je veux dire, quand on est du côté de la démocratie, des valeurs et de l'existence légitime, non seulement de l'existence, mais de la légitimité de l'existence d'Israël, on ne peut qu'être sur cette ligne-là. On parle souvent... Je parlais tout à l'heure du Hamas, quand même, et de la bande de Gaza. Est-ce que le Hamas, j'ai dit tout à l'heure, on n'en entend plus parler, mais est-ce que le Hamas contrôle encore une partie de la bande de Gaza? Ah, mais oui. Donc, il n'est mais oui. Et il n'est pas totalement démilitarisé. Mais c'est surtout qu'il y a des recrutements. Et c'est ce qui bloque d'ailleurs le passage à la phase 2. Ouais. Donc j'ai eu tort tout à l'heure quand je disais qu'il était, j'étais excessif. Non, parce qu'il n'est plus en mesure de frapper la terre d'Israël elle-même. Les missiles ont été détruits, l'armement lourd a été détruit, mais ils gardent leur armement, manuel. Ils tiennent encore la moitié de la paix. Mais je veux dire un mot sur le Liban. Si Pierre Lelouch. Parce que ça me paraît important. Je pense que, pour une fois, le président Macron a dit des choses utiles quand il a dit qu'il allait aider l'armée libanaise à reprendre le contrôle du pays. Il est vital pour ce pays de mettre sous contrôle ce corps étranger qu'est le Hezbollah et qui a pris le contrôle du Liban. La seule façon qu'on va y arriver, c'est pas seulement de bombarder comme font aujourd'hui les Israéliens, c'est nécessaire parce qu'eux-mêmes sont attaqués. Mais à terme, il faut que le gouvernement libanais reprenne le contrôle du pays. Et ça, il ne le fera pas tout seul. Et c'est là que la France, qui a une histoire ancienne avec le Liban, c'est nous qui l'avons créé. Mais le Hezbollah est au sein même du gouvernement. Je veux bien qu'on aille au Liban, je veux bien qu'on aille en Iran, je veux bien qu'on aille partout, mais on doit envoyer de quoi renforcer l'armée libanaise de façon à qu'elle fasse ce travail de se débarrasser du Hezbollah, que les Israéliens font en fait aujourd'hui à la place des Libanais. Le mot ingérence étrangère n'est jamais prononcé concernant le Hezbollah, et nous qui aimons bien dire le droit international, le Hezbollah colonise le Liban. Par ailleurs, concernant le Hamas, le problème aujourd'hui avec cette nouvelle guerre, c'est qu'il y a des recrutements qui sont faits et que le Hamas, recrute à tout va en ce moment. Donc Israël va se retrouver encore sur différents fronts de la guerre, et la situation, et on comprend la détermination du Premier ministre israélien, on ne parle pas souvent d'humanitaire en Israël. La situation humanitaire en Israël est catastrophique, notamment dans les régions du Nord. Les villages sont dévastés. Oui. Les populations sont traumatisées de ce qui s'est passé le 7 octobre, ont dû partir. Des villages qui ont été terrassés à 80%. Voilà ce que je voulais dire. Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Je reviens 2 secondes auprès de vous, parce qu'il y a quand même des témoignages qui nous arrivent et qui peuvent contester, ou en tout cas vous poser des questions. Il y a une personne qui me dit: les frères musulmans sont sunnites. Dire que 80% des Iraniens sont contre le régime ne repose au fond sur rien. Les sondages de ce type sont impossibles sous ce régime. Je peux vous expliquer. Les sondages en Iran sont interdits, sauf quand il s'agit du régime. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans et demi, on l'avait raconté avec Jean-Marie dans notre précédent livre, le régime avait demandé au service de renseignement des gardiens de la Révolution
de savoir ce que la population iranienne pensait de la République islamique. À l'époque, c'était 71% des Iraniens ne voulaient plus d'eux. Et ça, c'était une étude faite par le régime à travers l'Iran. Le chiffre que j'ai cité tout à l'heure, d'accord, il provient de la fondation Gaman, qui est une fondation qui fait des études sur les tendances en Iran. C'est une fondation qui est totalement indépendante. Elle a interrogé des dizaines de milliers, je crois un peu plus de 40 000 Iraniens, d'accord, de tous les milieux en fait socio-économiques. Et c'est à partir de là, en utilisant évidemment des pondérations, qu'elle a sorti ce chiffre qui correspond à ce que moi je vois en tant que reporter. Autre chose, la position de Giscard s'explique par l'esprit de l'époque, la promotion prioritaire des intérêts nationaux. Il ne faut pas oublier que le régime du Shah était massivement lié aux États-Unis. La France était réduite à la portion congrue, sauf Eurodif, dont on ne voulait pas les Américains. Giscard, sentant la position des Pahlavis branlante, a sans doute vu dans Khomeini un leader de nature à faire prévaloir nos intérêts. Oui. Est-ce que vous retenez cette analyse plausible ? Oui. À cette époque, nous venons de créer l'Institut français des relations internationales avec Montbrial, et on reçoit un jour une délégation du Quai d'Orsay pour parler d'Iran. Et ces jeunes gens étaient tout à fait... ça m'a beaucoup marqué, vous voyez. Ces gens-là étaient tout à fait convaincus qu'ils avaient fait un grand investissement pour la France. Et que Khomeini en serait toujours reconnaissant. Et que ce serait notre grand allié. Alors même que nous avions passé toutes sortes de contrats nucléaires avec le Shah d'Iran précédemment. Alors je vous presse un peu, parce qu'il est 9h54. Il n'y aura pas de passage d'antenne, me dit Marine Lançon. C'est dommage, parce que j'aime bien voir Thomas Hill. Simplement, il va reprendre l'antenne tout seul, comme un grand, parce qu'il est délocalisé là où Georges Fenech ira tout à l'heure au Palais Brongniart.